Bonsoir Wendy, bonsoir Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Voilà, on lutte contre les déclinistes de tout poil qui depuis des lustres nous promettent en quelque sorte la fin des haricots. Vous sortez aujourd'hui un essai fouillé intitulé Le fabuleux destin d'une puissance intermédiaire. Et là on se dit déjà, aïe aïe aïe, il ne serait pas ce qu'on appelle un oxymoron, une impossibilité. En quoi l'intermédiaire, ou le moyen disons, peut être fabuleux? Si vous voulez, nous sommes un pays qui est, en réalité, on oublie de le dire, mais la 5e puissance économique du monde, ce qui, Ouais. dans une classe, c'est pas si mal, le 5e, qui, quoi qu'il arrive, restera dans les 10 premiers, dans les 20 ans qui viennent. Donc, quand on nous prédit un avenir absolument dramatique, c'est inexact, qui s'enrichit chaque année, puisque par tête d'habitants, ça continue à augmenter, qui a beaucoup de possibilités, une jeunesse formidable, une épargne très importante. Et au fond, avec ça, là aussi, il faut faire beaucoup d'efforts, mais il n'est pas inscrit que nous allons nous effondrer dans les mois qui viennent. Oui, c'est ça, la première raison de ce livre, c'est de dire en gros, les déclinistes se trompent. Oui, ils ont une vision très linéaire de l'existence, très, au fond, mécaniste. Et c'est vrai que dans les 15 dernières années, disons que l'économie française n'a pas été au top de sa forme. Elle a plutôt un peu perdu de sa vivacité. Cela dit, ça avait été précédé par 20 années qui avaient été formidables. Et le pari que je fais dans ce livre, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que nous avons plutôt une jeunesse formidable. Nous avons en réalité une capacité, contrairement à ce qu'on imagine, de réforme, tout en évidemment en ayant beaucoup de débats politiques, parce que c'est la nature on est en française. France quand même. On est en France, Mm. mais nous sommes tout à fait aptes, au fond, à rebondir. Et beaucoup de choses laissent entendre qu'on peut rebondir. On prend toujours des exemples qui sont très repris, mais qui sont évidents. Un taux de natalité qui est le plus fort de tous les pays occidentaux. Un taux de croissance de création d'entreprises qui est quand même très important, même si toutes les entreprises créées ne sont pas toutes viables, avec une espèce d'engagement des Français dans des millions d'associations. Enfin, tout ça était plutôt bouillonnant, avec une capacité de réforme, l'enseignement supérieur. Donc, tout ça peut aller de l'avant. Il y a des atouts, vous dites vous-même qu'il faut un rebond. Oui, bien pour sûr. quand même enrayer cet éventuel déclin. Un rebond, ça suppose une société soudée, rassemblée par une volonté commune. Et là, semble-t-il, on est loin du compte. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt celle du délitement de la société française. Eh bien, écoutez, là aussi, l'histoire de France est d'une certaine manière toujours la même, puisque cette vieille affaire de déclinisme, cette vieille lune, ça date de la fin du règne de Louis XIV. Donc, ça n'a pas jamais arrêté avec les Chateaubriand. Enfin, Le grand et auteur. Et puis, il y a eu des périodes formidables. Par exemple, la période en 1880, en réalité, le démarrage de la Troisième République, c'était aussi compliqué. Il y avait les royalistes, les bonapartistes, enfin, il y avait tout le monde. Tout le monde s'engueulait. Et finalement, pendant 15 ans, ils sont formidables et ça redémarre avec une période très forte. Donc, on peut imaginer que la société française, plutôt poussée par sa jeunesse, donc c'est pour ça que c'est si important, au fond, de mettre l'accent politique. Et de mieux la traiter, peut-être. De mieux la traiter. C'est pour ça que c'est le cœur du sujet. Va peut-être rassembler tout le monde en disant, écoutez, c'est bien gentil toutes vos affaires, mais il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la croissance et l'emploi. Vous dites à un moment, c'est autour de la page 128, qu'il faut recréer la confiance et que ça passe par le dépassement des privilèges. Pourquoi ne pas avoir parlé de leur abolition comme nos glorieux ancêtres? Oui, c'est une méthode, c'est vraisemblablement beaucoup plus, ça aurait été beaucoup plus clair. Il est évident qu'on aura une réforme fiscale, quel que soit le gagnant de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Mais au fond, on voit bien qu'il va falloir à la fois demander plus d'efforts, les répartir de manière assez habile, et puis surtout tourner tout ça vers l'investissement, la croissance. Moi, je plaide pour deux choses de manière, au fond, simple. La première, c'est que nos jeunes, au fond, on ait un accueil normal comme nous l'avons connu, c'est-à-dire je suis pour qu'il y ait un peu plus de flexibilité pour l'emploi des jeunes, mais des contrats uniques, c'est-à-dire on arrête les CDD, tout ça, les stages, enfin tout ce bins qui est quand même qui ne marche pas bien. Et puis deuxième aspect, je suis pour qu'on favorise tout ce qui est épargne de long terme, tout simplement parce qu'il faut qu'on investisse. En même temps qu'on réduit notre dette, il faut qu'on investisse de manière massive. C'est un jeu
de politique économique très subtiles auxquelles les gouvernants devront faire attention. Mais c'est ça, à mon avis, les deux clés de la réussite. Il y a comme un nouveau souffle en ce moment, antidéfaitiste, disons, des bouquins qui sortent en rafale pour nous convaincre que nous ne sommes pas finis, que la mondialisation ne va pas nous manger tout cru, que nous avons donc beaucoup d'atouts. Vous êtes clairement dans ce mouvement. Oui, moi je suis frappé. D'ailleurs, c'est un mouvement difficile de donner une version statistique très claire, mais partout où je vais, j'ai le sentiment que les gens plutôt en ont par-dessus la tête de ce discours défaitiste, décliniste, enfin tout ce qu'on peut imaginer, pessimiste au fond, espèce de toujours tout voir en noir, et qu'ils voient bien les défauts de la France qui sont évidents, mais aussi toutes les potentialités, qu'ils ont plutôt envie de jouer sur les potentialités que sur les difficultés. Et il y a même un site internet pour les nouveaux optimistes, appelons-les comme ça. Oui, et alors, qui s'appelle tousoptimistes.fr, et si je prends une journée d'hier, je crois qu'il y a eu 15 000 appels. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui n'est pas du tout un mouvement simpliste ou naïf, mais plutôt de la bonne humeur dans tout ça. Dans 2-3 mois d'ici, vous présiderez les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, puisque vous présidez le Cercle des économistes en juillet. Est-ce qu'on va retrouver cette volonté d'aller de l'avant, cet optimisme déterminé ? On va retrouver sûrement l'idée que nous sommes dans une situation macroéconomique mondiale qui est compliquée, mais la partie optimiste sera peut-être se dire que nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Au fond, une crise, c'est à la fois dramatique pour les tas de gens, ce que nous avons connu, et c'est à la fois une remise à plat de beaucoup de choses. Et s'il s'avère que l'hypothèse est juste, que la France est plutôt un pays dynamique potentiellement, elle peut trouver sa chance dans un monde qui, au fond, va remettre beaucoup de choses à plat. Jean-Hervé Lorenzi, Le fabuleux destin d'une puissance intermédiaire. Ça paraît chez Grasset. Merci. Merci.